Voilà. D'accord. Un autre risque qu'on évoque aujourd'hui, c'est aussi le risque de liquidité. Bon, c'est aussi, c'est un des avantages, en fait, des ETF qui est souvent, présenté. C'est-à-dire que c'est des, heu, bah, ils sont cotés, de manière très fréquente et donc liquides pour l'investisseur. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des ETF sur différentes classes d'actifs. Il y a des ETF sur des actions de grande capitalisation qui, la plupart du temps, sont, elles-mêmes assez liquides. Mais, à mesure que le marché s'est développé, il y a de plus en plus d'ETF aussi sur, des marchés qui peuvent être plus niches, sur du marché obligataire, sur du marché obligataire au rendement et cetera. Et donc il faut être aussi attentif donc, au marché sous-jacent, non seulement pour ses variations, comme on le disait au départ, mais aussi pour sa liquidité, puisque, finalement, cet ETF va devoir, aussi acheter et vendre, le marché sous-jacent en cas de réplication, physique. Et il faudrait pas qu'il y ait un décalage, trop grand. Donc c'est pour ça qu'on voilà, nous à l'AMF, on regarde, en effet, ces dynamiques de liquidité. Et c'est quelque chose que les investisseurs devraient également, regarder, quand ils regardent un ETF. On l'a mis, en encadré, de manière, assez voyante sur le slide puisqu'on considère que c'est un des risques, qui est peut-être le plus important, c'est, le risque d'effet de levier. Bien comprendre quand on investit sur un ETF qui va souvent présenter un x2, x3 dans son intitulé et puis, il faut bien regarder l'objectif de gestion également. Donc c'est bien un ETF qui va multiplier la performance, de l'indice, sous-jacent à la hausse et donc, à la baisse également. Et voilà, donc si c'est particulièrement sur un marché un peu, volatile comme sont les actions, si ce marché, fait plus 10 par exemple dans une année, donc fois 2 va faire plus 20 ou moins 20 en fonction de voilà, de la direction du marché. Donc il faut être bien attentif, aux effets de levier que peut avoir un ETF. J'aurais encore juste une petite question, Marina, si vous permettez. À propos de la liquidité, souvent quand on va sur un carnet d'ordre, on voit les volumes qui sont affichés. Et c'est vrai que parfois, ou même quand on regarde une liste d'ETF, parfois on voit qu'il y a des ETF il y a très très peu de volume et d'autres où il y a des volumes importants. Est-ce que c'est une bonne façon de s'assurer que finalement l'instrument est suffisamment liquide pour un actionnaire Heu, individuel? oui, bah, là, c'est en effet, je pense que c'est un bon point, la liquidité de l'ETF en lui-même, et c'est à mettre, comme je disais, en relation avec, également la liquidité du sous-jacent. C'est-à-dire que c'est vrai que s'il y a une liquidité, finalement, faible, mais que le marché sous-jacent, est assez liquide, finalement, il y aura peut-être pas trop de problématiques. À l'inverse, où un ETF, très liquide avec un sous-jacent qui est finalement assez peu liquide, il peut y avoir quelques décalages finalement entre le marché et l'ETF, en soi. Donc c'est vraiment à la fois la liquidité de l'ETF et la liquidité, du sous-jacent. D'accord, merci. Alors, le rôle de Alors l'AMF dans tout l'AMF, ça. donc comme le disait Olivier en introduction, la première étape, c'est qu'on agrée les sociétés de gestion. Donc toute société de gestion qui a une activité en France, dépose un dossier à l'AMF et à cette occasion,
Il y a beaucoup de vérifications qui sont effectuées de notre côté, et bah, de s'assurer que la société de gestion est en mesure, d'effectuer les activités de gestion et toutes les activités de suivi de risque, des fonds, et donc que ça soit des ETF ou des fonds, des fonds plus classiques. Hem Il y a, donc, une activité d'agrément, mais également une activité de suivi de ces sociétés de gestion, une fois qu'elles sont en activité. Ça peut être à travers, plusieurs, prismes. Ça peut être à travers de revues thématiques, sur donc une thématique, donnée, et sur une sélection de sociétés. Par exemple, sur la thématique gestion des risques, on va aller voir, un nombre, de sociétés, prédéfinies qui nous semblent intéressants, à regarder sur cette, thématique, et on va aller voir en détail comment, elles font cela. Ça peut être aussi à travers de contrôles. Là, si vraiment des pratiques, ont été, identifiées, et comme n'étant pas, conformes à la réglementation, et dans ce cas-là, ça va être plutôt à visée, répressif. Donc au-delà de l'agrément de suivi des sociétés de gestion, on veille également à ce que l'information des investisseurs soit, correcte, exact et non trompeuse. Donc ça c'est à travers, plusieurs aussi, revues. Donc il va y avoir, à tout agrément de produit, la revue de la documentation, réglementaire, et par cela on entend, principalement le DICI et le prospectus, donc le document d'information clé pour l'investisseur, qui, définit en un nombre réduit de pages quel est l'objectif de gestion, du fonds ou de l'ETF, quels sont, les frais qui sont associés, quels sont les risques qui sont, associés à ce produit. Donc là, on va vraiment, donc dans le cadre d'un ETF, s'assurer que l'objectif est clair, que la méthode de réplication est claire, que les frais qui sont associés, à cet ETF, sont clairs pour l'investisseur, et aussi exprimé dans des termes, compréhensibles pour un investisseur particulier. Au-delà de la documentation, réglementaire, on ne peut pas revoir toute la documentation, commerciale en termes de volume. Néanmoins, on va, effectuer des suivis, d'un côté par échantillonnage et par typologie de produits, dans le cadre de revues thématiques, et aussi, en essayant de privilégier les produits à risque, les produits complexes, et s'assurer, bah, ce qu'il y a dans la documentation, commerciale ne va pas finalement au-delà des informations qui ont été présentées dans la documentation, réglementaire. Hem Et qu'il n'y a pas d'informations, trompeuses, quant au caractère, finalement, prévisible par exemple, des performances. Heu, il y a également, des dispositifs, hem, de surveillance, des fonds, et donc des ETF, également, qui vont produire en fait des systèmes, d'alerte, en interne, donc au sein de l'autorité, en cas, de comportement qui semble, atypique. Ça va être par exemple, comparer donc, comme on le disait, la performance de l'ETF par rapport à la performance de l'indice, et constater que s'il y a des écarts trop importants, d'abord comprendre avec la société de gestion, d'où, viennent, ces écarts. Ça peut être des indicateurs aussi de volatilité. Ça peut être aussi des indicateurs qui vont être, quels sont les rachats, enfin les souscriptions et les rachats, au sein de ce fonds, et détecter s'il y a, finalement des souscriptions et rachats qui paraissent, par exemple trop importants, et dans le cas, où il y a des souscriptions et achats trop importants, mettre cela en lien avec finalement la performance du fonds, comment les fonds réagissent, à ces mouvements, de souscription, rachat en termes de comportement et de performance.
D'accord. Alors, moi, je retire enfin, l'impression que j'ai en vous écoutant, et surtout au moment quand vous avez parlé des avantages, mais aussi des risques, que derrière une simplicité de principe apparente, c'est quand même un univers plutôt complexe. Et dans ce. Et c'est vrai que ce qui séduit beaucoup les actionnaires individuels, enfin les particuliers, c'est la simplicité du principe. Alors comment ils font pour investir dans les ETF? Est-ce que il faut quand même faire attention à la complexité quand on intervient? Alors, en pratique, donc en effet, comme vous le disiez, c'est un marché qui peut paraître simple parce qu'en effet, c'est un fonds qui réplique un indice. Donc le principe est simple. Donc on a évoqué un ETF peut couvrir une méthodologie, enfin un panorama de classes d'actifs très large. Donc déjà, ça induit quand même une certaine vigilance face à ça. En plus, il peut y avoir, en effet, on avait dit des effets, par exemple, comme l'effet de levier. Et il peut avoir différentes méthodologies de réplication de l'indice également. Donc, il y a plusieurs niveaux, en effet, quand même de complexité. Et un investisseur particulier doit s'informer sur tous ces niveaux voilà, de complexité sans. Voilà, je ne veux pas non plus donner l'impression que c'est trop compliqué. Je pense que c'est des choses qui sont accessibles, mais il faut prendre un tout petit peu de temps pour revoir la documentation et bien comprendre la stratégie d'investissement sous-jacente et faire attention à ne pas prendre un effet de levier trop important. Donc voilà, on insiste beaucoup sur la documentation réglementaire parce qu'on sait que parfois, peut-être elle peut être moins lue qu'une documentation commerciale, mais c'est vrai que ça va être peut-être l'endroit où ça va être le plus revu par les autorités, d'une part, et deuxième part, peut-être le plus normé aussi, donc où on est moins en fait distrait par les images, voilà, tout l'aspect commercial. Donc, n'hésitez pas à vous procurer de la documentation réglementaire qui doit être disponible à tout moment. Et si elle ne l'est pas, vous pouvez demander à la société de gestion de portefeuille qui doit vous la fournir. Alors, Olivier, vous avez Oui, quelque chose à il faut ajouter parler là-dessus? des aspects pratiques. Alors, effectivement, de façon très pratique, comment investir? D'abord, il faut choisir un intermédiaire financier. On parle d'un instrument financier, hein, donc il va falloir ouvrir un compte titre, un PEA, une autre enveloppe juridique et fiscale. Mais bon, il faut d'abord passer par un établissement. Tous les établissements aujourd'hui, plus ou moins, permettent d'investir en ETF depuis un compte titre ou un PEA. Donc les banques traditionnelles, les courtiers en ligne, et puis les acteurs plus récents qu'on appelle parfois les néo-brokers, et qui proposent d'ailleurs en général un accès très très important aux actions, mais aussi aux ETF. Mais bon, il y a des différences d'un intermédiaire à l'autre, hein. Certains intermédiaires limitent un peu l'accès à ces ETF et d'autres, excusez-moi, d'autres, au contraire, ouvrent vraiment pour leurs clients un accès à des milliers et des milliers d'ETF permettant d'investir sur des dizaines et des dizaines de places différentes ou de façons différentes. Voilà. Ceci étant dit, l'AMF se doit de préciser qu'il est important de vérifier que l'intermédiaire en question est bien autorisé. Il y a malheureusement beaucoup d'arnaques à l'investissement depuis quelques années. Donc, que à la fois cet intermédiaire et que les produits sont bien autorisés également par l'AMF, ou alors qui bénéficient du passeport européen, c'est-à-dire qu'ils ont été autorisés dans un autre pays de l'Union européenne.
Dans le choix d'un intermédiaire, il faut également regarder l'aspect frais. Il y a depuis quelque temps beaucoup d'acteurs qui font la promotion du zéro commission, du zéro frais. Ça n'existe pas, on parle de mythe ici, mais il faut savoir que évidemment tout a un coût, que ce soit pour des actions, pour des ETF, d'une manière ou d'une autre, l'intermédiaire va se rémunérer et lorsqu'il affiche une certaine gratuité, il va compenser cette gratuité peut-être en transmettant de manière un peu dégradée les ordres de ses clients, ne permettant pas à ses clients d'obtenir le meilleur prix pour telle action ou tel ETF. Donc attention à cet aspect des choses. La gratuité n'existe pas effectivement et il est très important, avant de choisir un intermédiaire, de se renseigner donc sur les modalités de passage d'ordre, c'est-à-dire sur l'aspect qualité. Hein. Il y a un prix, mais il y a aussi une qualité de prestation qui diffère effectivement d'un intermédiaire à l'autre. Et notamment, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle la politique d'exécution de cet acteur. C'est un document qui est disponible pour les investisseurs et nous conseillons donc avant l'ouverture, avant le choix d'un intermédiaire, de bien consulter ce document qui s'appelle donc politique d'exécution. Alors je reviens un petit peu aux différentes solutions pratiques. Je parlais des PEA, des comptes titres. On peut aussi, et c'est heureux, hein, malgré tout, malgré les risques qu'on a voulu souligner ici, il y a quand même beaucoup d'avantages attachés aux ETF. On peut de plus en plus, dans le cadre d'une épargne de long terme, à travers l'assurance vie ou l'épargne retraite, accéder à des ETF. Donc c'est quelque chose dont les épargnants vont pouvoir de plus en plus bénéficier, la possibilité, comme je le disais au départ, de diversifier leur épargne dans une optique de long terme grâce à ces ETF. Quelle que soit la solution choisie, compte titre, PEA, assurance vie, PER, pour accéder aux ETF, il faut donc vérifier au préalable quels sont les ETF accessibles. Comme je l'ai dit, c'est très variable d'un intermédiaire à l'autre, d'une solution de placement à l'autre. Donc, pour accéder aux ETF, encore une fois, bien vérifier quels sont la liste des instruments accessibles via le contrat, via le PEA ou via le compte titre en question et auprès de cet intermédiaire-là.